Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. À une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Agadez, la grande ville du nord du Niger, des hommes et femmes armés de pelles et de houes labourent le sol pour y produire céréales, tubercules et fourrages. La culture principale ici, c'est la luzerne. Parce qu'il a été expérimenté qu'au niveau de l'Irasar, c'est une zone d'élevage. Et il y a des moments de période de soudure. Et pour compenser à ce soudure-là, il faut qu'il y ait de la luzerne. Le projet Iraser a vu le jour dans le but de rendre arables près de 750 hectares de terres stériles afin d'assurer la subsistance de 35 000 habitants. Mohamed Ouba, un sexagénaire, cultive le moringa, un arbre résistant à la sécheresse et réputé dans toute l'Afrique de l'Ouest pour ses vertus nutritionnelles et médicinales. Nous cultivons le moringa parce que c'est un puissant remède contre toutes sortes de maladies. Si quelqu'un n'a pas assez de sang dans son corps ou s'il a perdu l'appétit, une fois qu'il consomme les feuilles de moringa ou en boit la décoction, il sera guéri très rapidement. En 4 ans, plus de 530 tonnes de luzerne et 107 tonnes de blé ont été récoltées. Ces deux produits, dont la tonne se négocie entre 250 et 300 000 francs CFA sur les marchés, permettent aux agriculteurs de générer des revenus. Nous sommes très heureux de travailler ces terres et les bénéfices nous permettent de résoudre de nombreux petits problèmes financiers. Avant, nous n'avions pas de travail, nos enfants n'avaient pas de travail. Maintenant, nos enfants nous aident à cultiver et ceux qui voulaient partir en Algérie ou en Libye ne migrent plus. Selon les initiateurs du programme, la situation des éleveurs agriculteurs s'est nettement améliorée. Ils étaient plusieurs centaines près de la Grande Poste, lieu traditionnel de rassemblement au cœur d'Alger, du mouvement populaire de contestation né le 22 février. Objectif, dire non à la tenue du scrutin de ce 12 décembre. Nous sommes ici aujourd'hui pour revendiquer nos droits, les droits du peuple. Je ne suis pas ici pour faire du vandalisme comme les autres partisans des élections. Je suis ici pour mes droits et je les réclame pacifiquement. Pas de vote, scandaient les manifestants. Algérie libre et démocratique ont-ils insisté, brandissant des cartons rouges en signe de refus de la présidentielle. Nous ne voulons pas de ce vote, c'est une mascarade. Ils visent les ignorants. Ceux qui vont voter sont ignorants et n'aiment pas leur pays. Ceux qui voteront n'aiment pas leur pays. On est contre ce vote, on est contre cette arnaque du vote. On est contre la continuité de ce système. Ce système, il veut exiger ce vote pour sauver sa peau. Et nous, on est contre ça, tout simplement. Et on est pour un État civil et non militaire. Le mouvement exige le démantèlement total du système politique en place depuis l'indépendance en 1962 et refuse qu'il organise un scrutin perçu comme une manœuvre devant lui permettre de se régénérer. Des manifestations réclamant l'annulation du scrutin se déroulent également dans plusieurs autres villes d'Algérie, notamment à Constantine et à Bouira. Le président Donald Trump se bat contre la procédure de destitution à Washington. Mais en dehors de la capitale, il espère que la plupart des Américains se concentrent sur le niveau record des indices boursiers. Nous avons lancé un boom économique comme nous n'en avions jamais vu auparavant. Le message du président a reçu un coup de pouce avec des données montrant que pour la première fois en un demi-siècle, le taux de chômage au niveau national a chuté à 3,5%. Cela pourrait aider Trump à toucher de plus près les électeurs. Le président obtient le crédit et le président est blâmé lorsque l'économie fonctionne bien ou pas. Mais l'économie américaine se porte-t-elle bien? Les candidats démocrates à la présidentielle disent que les disparités salariales et l'écart croissant entre riches et pauvres sont des problèmes que le président Trump choisit d'ignorer. Je pense que là où nous sommes en Amérique en ce moment, ceux qui sont au sommet jouissent de toutes les richesses et tous les autres sont laissés pour compte. Les électeurs doivent décider l'an prochain qui a raison et qui a tort. Mais en attendant, il subsiste beaucoup d'incertitudes sur l'économie et les négociations en cours de l'administration avec des partenaires commerciaux comme la Chine, ce qui, selon les analystes, tiennent les investisseurs dans l'incertitude.
Un an après son arrivée, Noah Moulabran s'est imposé comme l'une des figures montantes de la scène artistique de la capitale éthiopienne. Son ascension a été récemment couronnée par une exposition de 35 de ses peintures représentant des scènes de rue, mais également des tableaux abstraits sur des concepts comme l'espoir et le partage. Vous vivez en partageant les idées, vous vivez en prêchant la paix, vous vivez en prêchant l'amour et donc vous pouvez recourir à l'art pour réunir le monde. Plus d'une dizaine d'artistes et de musiciens érythréens se sont installés à Addis Abeba depuis que leur président, Issaïas Afewerki, et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont annoncé en juillet 2018 la fin de l'état de guerre entre les deux pays. En ce qui concerne le prix Nobel décerné à Abiy Ahmed, Noah veut croire que la paix entre les deux pays finira par se concrétiser à tous les niveaux. Tout n'est pas fait pour l'instant, nous attendons. Je sais que c'est un processus, tout finira par arriver. Pour Neba Abraha, un artiste érythréen de 23 ans, la paix est une bénédiction. Même si les difficultés sont nombreuses, ses peintures ont gagné à Addis Abeba une visibilité et une valeur marchande qu'elles n'auraient pas pu atteindre à Asmara. Sans la paix, personne ne peut travailler parce que votre travail est de défendre la patrie. Mais avec la paix, tout le monde peut exercer son métier. Je peux peindre parce qu'on est en temps de paix. Si ce n'est pas le cas, je n'aurai pas cette chance. Comme la plupart des artistes érythréens installés à Addis Abeba, Noah et Nebai produisent des œuvres politiques et se montrent réticents à commenter la situation politique en Érythrée où ils espèrent tous les deux vivre à nouveau un jour. À l'aide de feuilles de baobab finement mélangées, Hanifa fait aujourd'hui un portrait de ce qui, selon elle, incarne la riche identité culturelle de la femme nigériane, avec des coiffures et des bijoux élaborés. Couramment utilisées pour faire des soupes, les feuilles de baobab, connues localement sous le nom de kuka, sont populaires au sein des communautés du nord du Nigeria. L'artiste visuel autodidacte Hanifa Adam expérimente différents types d'ingrédients tels que des épices et les céréales pour réaliser des portraits qui, selon elle, célèbrent la culture et le patrimoine africain. Je suis inspirée par mes expériences personnelles et mes observations de la société dans son ensemble. Hanifa Adam, qui a une maîtrise en pharmacologie et découverte de médicaments, est apparue pour la première fois lorsqu'elle a créé une poupée portant un hijab appelé hijarbi, une façon d'encourager un changement dans la manière dont les jeunes filles musulmanes se voient. Il y a 3 ans, elle a commencé à expérimenter en utilisant des épices, des restes de repas et même des céréales selon la texture, le type ou l'œuvre d'art qu'elle veut créer. Habituellement, je tire le concept du matériau que je suis sur le point d'utiliser pour la nourriture. Je peux élaborer une plus grande échelle de travail qui peut être de l'art, de la performance. J'utilise des céréales d'une manière me permettant de raconter une histoire. Aujourd'hui, Hanifa expose son travail sur Instagram où elle compte environ 30 000 fans. L'artiste dit que travailler avec de la nourriture peut être délicat, surtout lorsqu'elle doit travailler avec des denrées périssables. Travailler avec de la nourriture présente généralement un défi concernant la manière dont je dois le faire. C'est très sensible au temps. Quelquefois, son œuvre d'art est si délicieuse qu'il lui est impossible d'y résister. Alors maintenant que j'ai créé une œuvre d'art avec le riz et la sauce, je vais la consommer, c'est de l'art comestible. Même si certaines personnes peuvent critiquer son art en le considérant comme du gaspillage alimentaire, Hanifa continue à vendre ses portraits tout en travaillant principalement avec des marques alimentaires pour fournir du contenu visuel aux agences publicitaires. Créé dans les années 70, l'orchestre de l'Université d'Abidjan a vu passer dans ses rangs plusieurs générations de musiciens qui ont porté très haut le flambeau de la musique ivoirienne et même africaine. Parmi lesquels des célébrités comme Paul Dodo, Ramsès de Kimon ou Tiburce Kofi. Nous, il y avait une vocation, c'était d'animer les campus. C'est par nous que le premier album sort. Il s'appelle Zéa Zéa. On l'a fait, je me rappelle très bien, en première quinzaine du mois de mai 1981 à Paris. Nombreux sont les nostalgiques des années 80 à 90 qui se souviennent encore de ces rythmes qui ont fait vibrer le campus et les cités universitaires d'Abidjan à l'époque. Docteur en communication et enseignant-chercheur à l'université FHB de Cocody, Edmond Doua nous ramène là où tout a commencé.
la salle de répétition du campus. Cette ambiance folle du campus des décennies passées, les anciennes de l'OUA n'entendent pas la laisser s'éteindre. Dispersés dans des différents services et administrations ivoiriennes, ils ont décidé de ressusciter l'orchestre qui leur a permis d'allier études et épanouissement culturel. Les anciens OUA, comme ils s'appellent aujourd'hui, ont déjà à leur actif un album baptisé Reminder. Reminder, acte 1, puisqu'il y aura l'acte 2, il y aura l'acte 3. Tant que Dieu nous donnera la force, on va continuer. Le concert du 7 décembre dernier scelle définitivement le retour sur scène des anciens OUA, qui sera notamment marqué par une tournée sur les différents campus de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça fait bien de refaire surface avec les anciens, pour à la fois redonner encore envie aux nouveaux étudiants qui sont musiciens de s'adonner à la musique. J'ai vu l'affiche, j'ai dit bon, je vais venir voir le concert, qu'est-ce que ça donne? Et satisfait quoi. J'ai revécu vraiment les années d'étudiant. J'ai été transporté et tellement ému que j'ai eu les larmes aux yeux. Transformé en champ de bataille par la politique, le retour de l'OUA ne pourra que redonner vie à l'ambiance et à la bonne humeur sur les campus universitaires de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, réfute l'idée de soutenir un projet de création d'une Ligue mondiale de football, comme l'a annoncé le New York Times. C'était lors d'un déplacement à Bruxelles, en Belgique. Suivez. D'après le patron du football mondial, la FIFA ne soutient aucun projet de Super League fermé, tel que celui défendu par le président du Real Madrid, mais discute de tout avec tout le monde. La FIFA ne soutient aucun projet. La FIFA est une organisation ouverte, démocratique, une organisation avec laquelle on peut parler de tous les sujets. Selon le New York Times, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, propose, avec le soutien de Gianni Infantino, de créer 2 divisions regroupant chacune 20 équipes des 5 grandes ligues européennes, Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie. Cette ligue continentale fermée garantirait des affiches spectaculaires et rémunératrices au détriment des championnats nationaux. Gianni Infantino a rejeté ces dires du journal américain. Il avait pourtant suggéré la création d'une ligue africaine de football qui regrouperait les 20 meilleurs clubs africains lors d'une visite à Lubumbashi en République démocratique du Congo à la faveur des 80 ans du tout-puissant Mazembe. Je viens de rentrer de l'Afrique où j'ai passé les 2 derniers jours, où on parle de football, on parle de comment on peut développer le football. Donc on discute avec tout le monde et quand on aura quelque chose à proposer de concret, on le fera. L'idée d'une ligue fermée a été dénoncée par l'Association des ligues européennes de football qui se disent fatiguées des menaces venant de quelques clubs riches. Ce prétendu projet a aussi été critiqué par le président de l'UEFA, Alexander Seferin, qui y voit une menace pour la Ligue des Champions. En handball, les affiches des demi-finales du mondial sont connues. La lourde chute de l'Espagne face à l'intouchable Russie, 36-26, aura finalement été sans conséquence. La Suède, qui pouvait la doubler à la différence de but en cas de victoire, a échoué un peu plus tard face au Monténégro, 26-23. L'Espagne affrontera la Norvège, vice-championne du monde en titre et qualifiée pour les demi-finales à l'issue d'un match aux allures de finale face à l'Allemagne battue 32-29. À suivre donc ce vendredi, Russie, Pays-Bas et Espagne-Norvège. À demain. Bon voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci, à demain.